Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton QE, nous sommes le 20 juillet 2023. On commence par un état du marché, on voit qu'on a quelques cryptos en hausse, notamment le XLM. J'ai fait mes recherches, il n'y a pas de raison particulière. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder par exemple le nombre d'adresses. Là, vu qu'on a la donnée, je suis allé voir. On voit que le nombre d'adresses a explosé ici, au niveau de mai. Vous voyez, c'était vraiment entre le 20 mai et le 20 juin. Donc ça fait un bon mois que c'est fini. Et pourtant, on le voit exploser, il a pris 25% sur la journée d'hier, ce qui est quand même notable. Alors en vue mois, il a fait 125%, c'est quand même super pertinent de le mentionner. C'est un peu le petit frère de XRP, copie un peu ce qu'il fait, c'est assez lié. Donc c'est intéressant de voir que voilà, lui il explose à rebours, c'est peut-être une chose dont on pourra se rappeler pour les prochaines fois où XRP performera. Parenthèse fermée, et hors XLM, il n'y a pas grand chose à dire. On le voit, un Bitcoin qui reste autour des 30 000, Ethereum 1900. Bon, rien de vraiment très excitant, on le voit. Hein. Et Bitcoin, c'est 0,5, moins 0,5 sur la semaine, 0,1 sur la journée. Voilà, bon, sur le mois, on a pris 13%. Il se passe pas grand chose en termes d'altcoin season. On est toujours autour des 20. Vous voyez ici, ça fait depuis le 10-12 juillet, donc à peu près une dizaine de jours, une grosse semaine, que on a atteint le 20 et qu'on bouge pas tellement, concrètement depuis que XRP a performé. Donc ça, c'est en vue saison, c'est-à-dire 3 mois, hein, c'est vraiment l'indicateur qui nous intéresse. Mais vous pouvez aussi mettre l'indicateur sous d'autres formats, par exemple en vue mois, on voit que les altcoins ont bien surperformé par rapport à Bitcoin. On est à 84. En réalité, c'est drivé par quelques altcoins. On voit ici le Bitcoin Cash, le XLM du coup qui a bien performé, MKR, XRP qui est là à 84, c'est qu'il était caché par la souris. Voilà. Donc on a 3-4 gros performeurs et en réalité le reste du marché est quand même très calme, hein, ce qu'on sait déjà, rien de surprenant ici. On va regarder au niveau des volumes, on voit que pour Bitcoin, on a des grosses résistances ici au 31 000, au 31 500 et au 32 000 en particulier. C'est assez clair, hein, vous le voyez, les volumes sont importants. Donc ça va être dur en fait de passer ces résistances-là, ça va être assez compliqué pour Bitcoin. Si c'est le cas, l'explosion sera peut-être importante, mais le plus vraisemblable, c'est que on reste en dessous, à suivre avec intérêt. Au niveau des ordres du marché, on le voit, l'essentiel des acteurs sont à l'arrêt. Là, les seuls qui achètent du Bitcoin, ce sont les plus gros portefeuilles, ceux qui ont entre 1 million et 10 millions de dollars en Bitcoin. Donc, à part eux, très peu d'activité, et c'est assez logique avec ce qu'on voit, hein, clairement. Très peu de transactions sur Bitcoin, ça ne me surprend pas. Alors, on a fait le tour à peu près des actus graphiques que je voulais voir. On va aller aux news maintenant. On commence par l'Amérique. Donc, les républicains qui veulent des engagements productifs de la part de M. Gensler en ce qui va concerner la réglementation des cryptos. Les républicains qui demandent des engagements productifs, ils veulent des avancements concrets concernant les lois sur les actifs digitaux. Comment est-ce qu'on régule tout ça? Ils veulent un calendrier, ils veulent que ce soit clair, ils veulent qu'ils sachent où aller, ils veulent une séparation claire entre ce que la SEC va gérer et ce que la CFTC, qui gère les commodities, va gérer. Voilà. Ils veulent quelque chose qui soit concret. On a ici un tweet du député Richie Torres, hein, qui va dans ce sens-là et qui concrètement veut une harmonisation des politiques publiques autour des actifs numériques, qui demande à ce que tout soit beaucoup plus clair. C'est tout à fait bienvenu à mon avis. On a Gensler qui de son côté demande 110 millions pour aider justement la SEC à tenir dans le Wild West of Cryptos. Donc concrètement, il est en train de comparer ce qu'il voit actuellement au Far West. Certains font ça, je peux comprendre. Donc voilà, il veut de l'argent pour réguler. Là, il nous dit qu'il ne va pas donner de réponse quant à la date à laquelle la SEC pourrait faire appel vis-à-vis du résultat qu'il y a eu avec Ripple. C'est-à-dire que si ça devait arriver, il ne nous dira pas quand. Donc il n'est pas pressé. Concrètement, je pense que ça va pas être pour tout de suite. Et enfin, en Amérique, je trouve que c'est très intéressant au niveau de la politique. On a M. Kennedy, hein, Robert Kennedy, qui va être le candidat démocrate de l'élection présidentielle, qui a mis en avant les politiques qu'il souhaite mettre en œuvre. Et alors ça, c'est assez intéressant, parce que quand j'ai lu l'article, j'ai cru que c'était un peu excessif, et en fait, il a des idées qui ne sont pas forcément stupides. Premièrement, ça concerne les taxes. Donc il nous dit les taxes sur les plus-values seront abolies
pour la conversion de Bitcoin en dollars. Ça, c'est très fort. Alors, ça touche que Bitcoin, mais bien évidemment, vous pouvez acheter et faire des transactions, par exemple, de Matic, les convertir en Bitcoin immédiatement après avoir pris vos profits, et les convertir immédiatement en dollars. C'est tout à fait possible. Il nous dit, concédant qu'une telle exonération d'impôt n'est pas vraiment dans sa philosophie, donc ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça, il se rend compte quand même que ça lui permettrait d'attirer des capitaux et des talents. Eh bien oui, parce que en fait, d'autres pays proposent des exonérations d'impôts. Alors là, on ne met pas en avant les différentes conditions, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels on ne paye pas ou très peu d'impôts. Le Portugal est assez connu pour ça, mais c'est pas zéro, hein, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 7%. Il nous dit, l'Allemagne, on ne paie pas d'impôts sur les plus-values. Là encore une fois, je crois qu'il y a certaines limites en termes de quantité, mais c'est vrai qu'il y a des politiques beaucoup plus accommodantes que celles qu'on connaît en Amérique ou en France, et que ce serait pas forcément idiot pour se positionner par rapport à ces pays qui sont un peu concurrents, de proposer du coup des taxations un peu moins violentes. Enfin, il nous donne une autre idée qui est assez intéressante. Il nous dit, on va commencer à adosser le dollar à des actifs, par exemple l'or, l'argent ou le bitcoin. Alors l'argent, ça me paraît très très improbable dans le sens où c'est pas du tout un métal rare. L'or, en revanche, c'est quelque chose qui a existé. Ça s'appelait le Bretton Woods. Alors le problème, c'était que pour créer de la monnaie, c'était pas possible. Mais par contre, ça a fait du dollar effectivement une valeur forte, sûre, dans laquelle on avait extrêmement confiance. Et pas pour les raisons actuelles, qui est que tout le monde a du dollar et donc on ne veut pas que s'effondre, mais plutôt parce qu'effectivement, il était associé à la rareté de l'or. Là, il nous dit, on va aussi peut-être l'adosser au Bitcoin, parce que c'est l'actif liquide le plus rare du monde. Alors le problème, c'est que le Bitcoin est encore très fluctuant en termes de cours, donc je suis pas sûr que ça passe tout de suite. Mais c'est un peu plus construit que ça, il nous dit, le plan ce serait de commencer très petit. Par exemple, on pourrait dire que 1% des bons du trésor émis seraient garantis par de l'or, de l'argent, du platine ou du bitcoin. Et je trouve l'idée très intéressante. La question que je me pose, moi, c'est si on fait ça, est-ce que les bons en question, ils vont être plus valorisés? Est-ce qu'au contraire, ils vont créer des inquiétudes? Comment ça va se passer, vous voyez? Ça, je suis très curieux et j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent. Déjà parce que ça me semble être une idée pertinente, parce que ça donne un sens supplémentaire à ces actifs-là et au Bitcoin, et parce que l'expérience me semble super intéressante. Alors l'article est très très positif vis-à-vis de ça, ils nous disent sage décision puisqu'il est clair que les BRICS n'ont pas de toute façon l'intention de tolérer beaucoup plus longtemps que les États-Unis puissent imprimer du papier pour acheter des matières premières. Alors certes, les BRICS sont en train de se positionner, maintenant ils sont tous de la dette en dollars, et pour le moment je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Après à très long terme, peut-être que ça se réfléchit, mais pour l'heure, ne nous inquiétons pas, l'Amérique est largement devant. Bien évidemment, si ce genre de choses a lieu, et que ce monsieur se fait élire, oui, s'il reste sur ces positions-là et qu'il se fait élire, l'an prochain, on va avoir de belles hausses sur le Bitcoin, vous en doutez, hein. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'année électorale peut être très favorable pour les marchés actions et crypto, et l'année qui suit également, parce qu'on a ce genre de nouveautés qui peuvent arriver. Et on continue en Amérique avec le Nasdaq qui a apparemment un peu les mains liées vis-à-vis de ce qui est la custodie pour les cryptos. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq en fait avait déclaré qu'il voulait mettre en place des infrastructures pour ce qui touche au service de garde des cryptos, donc c'est un peu le custody. Et en fait, apparemment il ne va pas pouvoir. Le PDG du coup, Adena Friedman, a déclaré abandonner ses plans sur la guerre des cryptos, carrément quoi. Il nous dit, le compte tenu de l'évolution de l'environnement commercial et réglementaire aux États-Unis, ce n'est pas possible. Alors peut-être que ça reviendra après, mais c'est clairement pas une très très bonne nouvelle pour les ETF Bitcoin, même si on se rappelle qu'en réalité la custody devait plutôt être gérée par Coinbase. On sait qu'ils doivent être mis en avant, postés au Nasdaq, et que ça fait quand même pas partie des bonnes nouvelles, c'est quand même pas terrible. À suivre. Maintenant, Ripple, qui espère l'adoption du XRP par les banques, donc c'est vrai qu'ils attendaient tant le feu vert de la SEC d'une certaine façon, le fait que la SEC ne puisse pas montrer que Ripple est une securities, maintenant ils veulent développer leur plan qui est quand même de fonctionner avec les banques, hein, donc de leur permettre en fait de faire des transactions. Ils voudraient du coup que les banques acceptent du XRP. Je pense qu'on n'y est pas, mais à suivre, en tout cas, ils vont développer leur plan, ils sont déjà certainement en négociation avec certaines, et ça me fait un rebond tout à fait intéressant pour vous parler de la première entreprise qui a accès à l'agrément PSAN, qui valide les conditions de l'agrément PSAN. Donc prestataire d'actifs numériques, il y a deux en fait volets. Il y a
L'enregistrement PSAN, qui requiert un certain nombre de conditions qui sont relativement accessibles, donc l'essentiel, par exemple des échangeurs centralisés, peuvent y avoir accès, et il y a l'agrément. L'agrément, en fait, c'est des conditions qui sont plus strictes, mais qui sont aussi, qui permettent plus de choses, en fait. Donc d'après l'AMF, la filiale Forge est devenue la toute première société à obtenir jusqu'ici l'inaccessible agrément PSAN. Donc on le voit ici, effectivement, on a la confirmation. Il y a 90 entreprises crypto qui sont enregistrées en tant que PSAN, mais aucune d'entre elles qui n'a réussi à avoir l'agrément. Donc peut-être qu'elles l'obtiendront au fil du temps. Il faut savoir que c'est très contraignant, hein, comme je le disais. Donc voilà, Forge qui est la première, c'est assez notable. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que quelqu'un a réussi à l'avoir, mais en même temps, c'est une banque, donc bon, chacun se fera son avis là-dessus. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Ça conclut la vidéo de ce matin. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne journée.